Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Luc Caron. Je vous souhaite bienvenue à la consultation publique sur le projet d'Agroparc sur les terres des Sœurs de la Charité. Alors, merci de vous présenter ce soir à ce webinaire. Merci de prendre le temps de participer à cette rencontre. Mon nom est Luc Caron, je suis de la firme Expérience Stratégique. Nous sommes spécialisés dans la conduite de réflexion et de planification stratégique. Au cours de mes 20 dernières années de pratique comme consultant, j'ai eu la chance d'apporter mon humble contribution dans plusieurs projets publics d'importance dans la région. Depuis quelques mois, nous accompagnons le MAPAC, ses partenaires et plusieurs groupes dans l'animation des consultations et dans la conduite des réflexions sur le projet. Je serai votre modérateur ce soir et présentateur de la majeure partie du contenu qui vous est soumis. J'espère que nous aurons du plaisir ensemble. Mais avant de donner la parole aux représentants, nous allons vous présenter un bref vidéo dans lequel les représentants politiques vont adresser un petit message de circonstance. Bonjour, je suis très heureux de vous inviter aujourd'hui à participer à la consultation concernant le projet d'Agroparc. Le 30 septembre dernier, le gouvernement du Québec a franchi une étape importante dans sa volonté de protéger et de pérenniser la vocation nourricière de nos terres agricoles en acquérant les terres des Sœurs de la Charité de Québec dans les arrondissements de Beauport et de Charlebourg. L'achat des quelques 203 hectares de terres d'une qualité exceptionnelle constitue ainsi la pierre d'assise pour créer un parc d'innovation agricole dans la région de la capitale nationale. Un véritable legs pour les générations futures. Ce projet, communément appelé l'Agroparc, est porté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et sera voué à une agriculture novatrice, durable, garante de l'autonomie alimentaire du Québec, créatrice d'emplois et génératrice d'investissements. C'est une immense fierté pour notre gouvernement d'avoir pu assurer la pérennité de ces territoires agricoles remarquables situés en plein cœur de la Ville de Québec. C'est une double fierté pour moi en tant que ministre responsable de la région de la capitale nationale. C'est clair, la vocation agricole de ces terres demeurera. À terme, le projet d'Agroparc pourra comprendre des espaces agricoles qui répondent à plusieurs fonctions, allant de la production agricole, évidemment, à l'éducation en passant par la recherche appliquée, le communautaire et la protection de la mise en valeur de l'environnement et du patrimoine. Essentiellement, l'Agroparc permettra de créer des liens solides entre les milieux urbains et agricoles. Nous voulons un projet porteur et innovant, une vitrine agricole d'exception. Cette rencontre d'échange et d'information se veut un dialogue avec la population pour créer les conditions d'un projet novateur et socialement accepté. C'est pourquoi nous invitons la population à se prononcer à l'égard du cadre et des principes de ce projet. On a l'ambition de développer sur ces terres un projet porteur, un parc d'innovation agricole ambitieux à l'image des gens de la Ville de Québec. La contribution de la population est importante. Nous voulons un projet qui soit ancré dans son milieu par son accessibilité et par sa cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. Un projet concerté et partagé avec la population. L'Agroparc est un héritage inestimable pour lequel une réflexion collaborative sur son développement est souhaitée. Nous le créerons tous ensemble pour la capitale nationale. Alors, c'était le mot de bienvenue officiel des intervenants politiques du ministère ainsi que de la région de la capitale nationale. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui viennent de se joindre à la présentation, je suis le modérateur. C'est moi qui va faire la principale partie de la présentation ce soir. Mais avant de reprendre la parole, j'inviterai Mme Geneviève Masse, sous-ministre au développement durable, territorial et sectoriel, à vous accueillir au nom du MAPAC. Oui, bonsoir Luc, bonjour à tous. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce soir. Alors, et au nom du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de vous souhaiter la bienvenue à cette séance de consultation. Nos intervenants politiques l'ont dit, nous sommes d'avis au MAPAC que le projet d'Agroparc doit se développer évidemment en collaboration avec les acteurs du milieu, avec la population de la Ville de Québec pour s'assurer bien sûr de la prise en compte de leurs préoccupations. On a donc prévu des consultations qui se déroulent en deux phases distinctes pour pouvoir accueillir les idées, la vision du projet qui sont portées par les différents partenaires, par des acteurs du milieu et par la population. Donc, la première phase, la consultation,
s'est terminée récemment. Elle comprenait des rencontres avec des acteurs clés là, sous la forme d'une table de concertation et également 6 comités de travail là, qui regroupaient différents acteurs du milieu. Et on pourra là, vous le présenter davantage là, en cours de séance. Le tout s'est concrétisé là, donc dans les derniers mois. La deuxième phase de consultation s'est amorcée le 1er juin dernier là, dans le cadre de la séance de consultation en personne qui a été tenue et qui se poursuit aujourd'hui, vise des consultations davantage grand public et des rencontres ciblées là, avec certains partenaires clés. Donc, la séance d'information de ce soir et d'échanges qui s'ouvrent permettent d'ouvrir donc ces consultations publiques sur l'AgroParc. La population, vous êtes donc tous et tous invités là, à vous prononcer sur les conditions qui sont favorables au développement d'un parc d'innovation agricole dans la région de la Capitale-Nationale. Et les résultats de ces rencontres-là vont nous permettre de valider un concept préliminaire que nous avons du projet et également soutenir l'élaboration de ce qui sera le plan directeur du projet. Donc, ce que l'on souhaite au MAPAC, c'est soutenir un ensemble d'actions qui sont cohérentes et qui visent le développement et la mise en valeur là, des potentiels du secteur bioalimentaire sur l'ensemble du territoire de la région en utilisant les terres des Sœurs de la Charité, vouées à devenir un agroparc comme assise. Donc, je tiens à souligner là, la participation de mes collaborateurs ce soir, ceux là, qui vous accompagneront tout au long de la soirée. Donc, Nadine Pelletier, qui est là, la chargée de projet responsable là, du dossier de l'AgroParc, Mathieu Rousseau, le directeur des affaires territoriales. J'ai aussi plusieurs autres collaborateurs du ministère là, qui se joignent à nous ce soir. Ce projet, il est porté par le MAPAC, mais également avec la collaboration de l'Université Laval, de la Ville de Québec, du secrétariat à la Capitale-Nationale, que je tiens à remercier, qui sont également présents parmi nous ce soir. Donc, pour conclure, on est vraiment très heureux de vous offrir l'occasion de partager une vision et des réflexions entourant le développement d'un agroparc dans la région de la Capitale-Nationale. C'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet, je dirais, qui est inespéré de pouvoir réfléchir et tailler dans le neuf, inventer là, donc un projet qui sera porteur pour les générations futures. Et c'est un moment privilégié donc de pouvoir faire évoluer ce projet novateur tous ensemble. Alors, merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. Bons échanges. Merci beaucoup, Mme Maas, pour ce mot de bienvenue. Donc, comme vous avez mentionné, plusieurs gens de l'équipe projet impliqués dans le dossier du projet d'AgroParc sont avec nous ce soir. C'est grâce à eux que, justement, cette rencontre-là et que les différentes consultations et groupes consultés ont pu être consultés jusqu'à maintenant et que les consultations, d'ailleurs, vont se poursuivre. Il y a aussi ce soir, donc, quelques personnes du MAPAC qui vont prendre la parole pour répondre aux questions, notamment. Dont Mme Nadine Pelletier, qui prendra la parole tout à l'heure, qui est coordonnatrice par intérim du projet d'AgroParc, mais aussi M. Rousseau, Mathieu Rousseau, qui est directeur de la direction des affaires territoriales du MAPAC, prendra la relève également au besoin. Mais il y a plusieurs autres intervenants qui sont là ce soir, qu'il faut remercier, qui font en sorte que cette rencontre peut avoir lieu. Donc, d'entrée de jeu, avant de redonner la parole à Mme Pelletier, justement, du MAPAC, je vais présenter, je vais vous partager, dans le fond, le PowerPoint que voici, donc, et présenter le programme de la rencontre de ce soir. Donc, la rencontre de ce soir, bien entendu, se veut une rencontre d'information, je vous dirais un peu aussi, comme je disais l'autre jour, il y a eu une rencontre préalable qui a eu lieu le 1er juin au centre de loisirs Petit Village à Beauport, tout près des terres des Sœurs de la Charité, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et lors de cette rencontre-là, je disais, ce soir, c'est comme si on faisait un peu la présentation d'une échographie du projet d'AgroParc. Donc, le projet n'est pas encore atteint et n'est pas encore tout à fait défini, mais il commence à se définir et on veut vous inclure dans la réflexion. Donc, pour ce faire, on va vous partager le contexte entourant l'acquisition des terres des Sœurs de la Charité et où on va vous parler aussi du cadre de mise en œuvre des consultations et de développement du concept. Ensuite, la partie contenu sur le projet d'AgroParc commencera par vous parler principalement, on va vous poser quelques petites questions. Comment vous percevez alors donc, comme je vous disais, la première partie, ce sera le contexte entourant l'acquisition des terres des Sœurs de la Charité.
La deuxième partie, ce sera une petite réflexion puis de la présentation d'informations sur qu'est-ce que c'est qu'un agroparc en s'inspirant d'exemples d'agroparcs situés ailleurs dans le monde. On fera une petite pause de quelques minutes là, pour pas que ce soit trop fastidieux pour vous de rester devant l'écran tout ce temps. Et donc, après ça, on reprendra en vous faisant état des réflexions émanant des premières consultations. Donc, l'ébauche de mission, quelles sont les fonctions et quels sont les enjeux qu'on voit pour le développement de ce projet. Finalement, on vous fera part des prochaines rencontres qui sont prévues à l'automne. Il y a plusieurs groupes qui sont consultés. On vous présentera le calendrier et les objectifs de ces consultations. Il y aura aussi d'autres consultations publiques qui auront lieu quand le concept préliminaire sera abouti. Donc, nous avons, dans le fond, comme objectif ce soir, comme je vous disais, d'abord, c'est de créer les conditions d'un projet novateur et socialement acceptable. Donc, pour ça, on veut impliquer les citoyens dans la réflexion sur le projet. On veut vous informer sur les étapes de la démarche et obtenir vos commentaires dans la mesure du possible, dans le contexte d'un webinaire, sur les idées préliminaires qui émergent des travaux en cours. Donc, je vais maintenant céder la parole. Ah oui, quelques petites consignes de fonctionnement pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Si on veut que la rencontre se passe bien, on veut favoriser le plus de participation possible. Dans le contexte d'une présentation virtuelle, on est un peu limité quand même pour l'interaction, mais on vous donne quand même la chance de poser des questions. Alors, vous aurez l'occasion de réagir à certains moments par un petit sondage qui apparaîtra sur votre écran, notamment. Soit aussi en levant la main à des moments précis pour réagir ou poser des questions. Donc, Nadine Pelletier du MAPAC pourra donner des temps de parole à ceux qui auront levé la main en essayant. Tout dépendant du nombre, on essaiera de répondre, de donner la chance au plus de gens possible de répondre, tout en essayant de respecter notre horaire qui est limité dans le temps. Ensuite, Mme Julie Saint-Hilaire aussi pourra répondre à ceux qui ont des questions techniques. Donc, Mme Julie Saint-Hilaire, qui travaille aux communications pour le MAPAC, pourra vous dépanner. Écrivez à ce moment-là dans le chat là, sur le QNR vos problèmes s'il y a lieu. Et vous pourrez aussi faire, en le faisant part de vos questions, justement en utilisant la fonction QNR auquel nous allons tenter de réagir autant que possible. Donc, juste par plaisir, là, j'aimerais faire un petit test avec vous pour voir si ça fonctionne, si on s'est bien compris. Pourriez-vous indiquer dans la section QNR dans quel quartier vous résidez ou si vous êtes de Québec, dans quelle ville ou municipalité et région si vous êtes de l'extérieur de Québec? Donc, où résidez-vous présentement? J'aimerais ça avoir un portrait un petit peu du profil des participants. OK, on a des gens de Wendake, de Sainte-Foy, du quartier Mézeray, de Beauport, Saint-Sauveur, Limoilou, Montcalm. Merci. Ça semble fonctionner. Donc, on voit qu'on est principalement avec des gens de la région de la capitale nationale, de Québec, qui sont à notre webinaire ce soir. Ça continue d'entrer, c'est super. Donc, on a aussi des gens qui ont une vue directe sur l'agroparc, si je comprends bien. Des gens de Charlesbourg aussi. Montcalm. Donc, c'est pas mal des gens de Québec qui sont là avec nous ce soir. Merci beaucoup de votre participation. Maintenant, contexte entourant l'acquisition des terres des Sœurs de la Charité. Donc, je vais donner la parole à Mme Nadine Pelletier, qui est la coordonnatrice du projet d'Agroparc par intérim, en remplacement de Mme Raphaëlle Montesinos, qui est la coordonnatrice, qui, elle, était en congé de maternité, si je ne me trompe. Donc, elle est peut-être avec nous ce soir et je la salue en passant. Alors, Nadine, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, Luc, si tu vis bien, oui, changer les diapositives pour moi. Donc, je vais débuter avec le contexte. Tout a commencé en 2022. En fait, le 28 avril dernier, en 2022, le gouvernement du Québec annonçait qu'il se portait acquéreur des terres des Sœurs de la Charité de Québec
avec l'intention de préserver la vocation agricole de ces 203 hectares de terre d'une qualité exceptionnelle au cœur de la capitale nationale. Un peu plus tard, dans la même année, le 30 septembre, donc 5 mois après, le gouvernement du Québec et les Sœurs de la Charité officialisaient la vente des terres. L'objectif de cette acquisition, ben, comme c'est indiqué et on l'a dit précédemment, c'était de préserver la vocation des terres d'une qualité exceptionnelle au cœur de la ville de Québec et de mettre en valeur un milieu agricole en s'engageant à collaborer avec les intervenants de la région à la réalisation du projet d'agroparc, un parc d'innovation agricole. Le site de l'agroparc est situé au cœur de la ville de Québec, dans les arrondissements de Beauport et de Charlebourg. Il comprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, une superficie totale de 203 hectares et un bâtiment agricole. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la superficie de 203 hectares représente 4 de l'ensemble de la superficie de la zone agricole de la ville de Québec, ce qui n'est pas négligeable. Comme vous pouvez voir sur la carte, le site de l'agroparc est quelque peu morcelé en 4 sections. La plus grande section se trouve autour de la maison mère de la congrégation religieuse des Sœurs de la Charité. Un peu plus haut, sur Louis XIV, on a des superficies un petit peu plus petites et c'est là qu'on retrouve le bâtiment agricole. Mais pour le reste, c'est des terres qui sont présentement cultivées. Le projet d'agroparc, le cadre de la démarche des consultations. Je commence par ça. En fait, une structure de gouvernance a été mise en place en 2022 au moment où la transaction s'effectuait. Et une équipe de projet composée, comme Mme Masse le soulignait au départ, du ministère de l'Agriculture, du secrétariat de la capitale nationale, de la Ville de Québec et de l'Université Laval a été mise en place pour préparer justement les consultations de la phase 1 et de la phase 2, c'est-à-dire auprès de partenaires et auprès du public. Aussi, une table de concertation des acteurs clés a été mise sur pied, ainsi que des comités de travail thématiques. Et tout ce beau monde-là travaille en synergie dans le même objectif. Plus précisément, le mandat de l'équipe projet est de réaliser un plan directeur pour le futur agroparc, duquel émanera une vision concertée et partagée. Oui. Donc, pour la table de concertation des acteurs clés, c'est une table qui est composée de représentants du milieu provenant du secteur agricole, du secteur, je peux dire, civil, citoyen, du milieu entrepreneurial agricole, mais aussi du milieu communautaire. C'est 10 représentants au total qui siègent sur ce milieu. Ils sont là, ils ont différents rôles, dont celui de commenter la démarche d'élaboration du concept préliminaire du projet et du concept version finale et ses avancées. Aussi, sont là pour commenter les résultats des travaux réalisés par les comités de travail thématiques qu'on va voir un petit peu plus loin et co-construire la démarche de participation publique qu'on a initiée avec vous le 1er juin dernier et qu'on poursuit aujourd'hui. Concernant le mandat des comités thématiques, donc c'est 6 comités de travail qui ont été formés pour réunir des experts et des représentants d'organismes du milieu. Eux, ils sont là pour apporter leur expertise et leur connaissance en ce qui a trait à des thématiques bien ciblées. Aussi, ils sont là pour déterminer les besoins du secteur agricole de la région, toujours en fonction de leur expertise. Ensuite, ils sont là pour contribuer aux réflexions entourant aussi l'élaboration du concept préliminaire du projet. Et finalement, émettre des recommandations toujours en lien avec leur connaissance du milieu et leur expertise. Donc, les 6 comités de travail thématiques sont représentés par 66 personnes de différentes spécialités. Et les thématiques abordées sont l'innovation et la recherche, la relève et l'enseignement, l'agro-environnement et la lutte contre les changements climatiques, l'intégration au système alimentaire régional, le patrimoine agricole et les cultures autochtones et service aux citoyens et à la communauté.
Donc, on couvre plusieurs aspects. Vous avez ici un exemple d'une journée de travail avec l'ensemble des membres des 6 comités de travail thématiques et de la table de concertation des acteurs clés. Ça s'est déroulé le 18 avril dernier et ça mettait fin à la première phase de consultation avec tout ce beau monde-là. Toujours dans le cadre de la démarche, le projet de l'agroparc se base sur des principes de base qui sont les assises du projet. Ce sont aussi les références qui sont destinées à guider les orientations du développement du parc. Les réflexions entourant le développement d'un concept détaillé pour l'agroparc devront s'appuyer sur ces principes. Comme vous voyez à l'écran, il y a 4 principes. Le premier, c'est le principe de protection des terres agricoles. Donc, l'agroparc assure d'abord et avant tout la protection des terres agricoles qu'il compose. Ces terres doivent utiliser essentiellement pour des activités agricoles. S'il y a des bâtiments qui s'avèrent nécessaires autres que celui qui existe pour mener à bien la mission du parc, ils devront ou ils seront prioritairement localisés à l'extérieur du parc ou sur des parcelles de moindre qualité agronomique. Les activités qui sont non agricoles devront être limitées au maximum, mais limitées au maximum de leur emprise, mais aussi leur empreinte sur les terres agricoles. Concernant le deuxième principe, c'est le principe de complémentarité et de partenariat. Donc, les activités agroalimentaires qui se tiendront sur le site de l'agroparc s'inscriront en complémentarité avec le milieu dans lequel ils s'insèrent. L'agroparc est partenaire des initiatives formant le système agroalimentaire régional dans lequel il s'inscrit. Et le développement de l'agroparc se fait selon une approche collaborative avec les parties prenantes du milieu. Troisième principe, qui est celui d'exemplarité et de durabilité, mais l'agroparc sous-entend, comme on le disait tout à l'heure, des activités et des pratiques agricoles, mais agro-environnementales durables. Le principe d'agriculture durable implique de développer des initiatives respectueuses de l'environnement, socialement acceptables et économiquement viables, en harmonie avec les entreprises, les industries et les secteurs connexes. Donc, l'agroparc représente une vitrine de l'agriculture pour le milieu urbain et se doit d'être exemplaire et innovant dans ses façons de faire. Puisque l'agroparc constitue un héritage pour les générations futures, il doit veiller à être pérenne pour les pratiques agricoles, mais par des pratiques agricoles, mais aussi sur le plan financier et gestion. Le dernier principe, qui est le principe d'inclusion, bien, comme on le disait tout à l'heure, l'agroparc est développé d'abord et avant tout pour les producteurs agricoles. Donc, il doit permettre l'essor d'une multitude de projets et d'une variété de modèles agricoles. Par les pratiques agricoles qu'il préconise et les activités qu'il accueille, l'agroparc doit assurer l'inclusion de la population et de la communauté qu'il sert et ainsi contribuer à la réduction des inégalités sociales. Il doit fournir des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Donc, il doit s'intégrer au milieu urbain dans lequel il s'insère et veiller à s'assurer à une cohabitation avec les usagers avoisinants. Concernant la vision initiale du projet qui est proposée, elle sert de base à la réflexion et elle est une représentation de l'avenir souhaité du projet de l'agroparc. Elle ne représente pas une vision définitive. La vision définitive du projet sera définie en collaboration avec plusieurs partenaires et avec la communauté à la suite des consultations. Donc, si je la lis, dans un futur proche, l'agroparc est un espace agricole protégé qui constitue une vitrine des pratiques agricoles innovantes, diversifiées et durables, et qui est ancré dans sa communauté. Reconnu comme un lieu de rassemblement, de savoir et de convergence entre les mondes agricoles et urbains, il fait la fierté de la capitale nationale
et génère des retombées économiques et sociales pour le Québec. Donc, les mots qui sont de couleur rejoignent les 4 principes de base qui ont été décrits précédemment. Merci beaucoup, Nadine. Je te laisse la parole, Luc. Merci. C'est parfait. Alors, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, vous pouvez interagir. On aimerait savoir si vous avez des questions sur le cadre de la démarche, donc par main levée ou dans l'onglet Q&R. Indiquez-nous vos questions, que ce soit sur les principes, le mandat des comités ou d'autres points qui viennent de vous être présentés. Bien entendu, si on parle du contenu, du projet, tout ça sera présenté tout à l'heure et vous pourrez aussi réagir à ce qu'on va vous présenter. Pour le moment, on veut vous entendre sur les principes, le mandat des comités, le cadre de la démarche. Alors, Nadine, je te laisse prendre note des mains levées s'il y en a et donner la parole à ceux qui veulent réagir, qui ont des questions. Oui, en ce moment, concernant les participants, j'ai 1, 2, 3, 4 mains levées. Parfait. Je l'ai. Donc, je vais permettre la parole à un premier participant dont je n'ai pas le nom. On vous écoute. Allô? Est-ce que vous entendez? Nadine, est-ce que le son est ouvert? J'ai demandé de réactiver le son. On va passer au deuxième participant. Il semble y avoir un problème technique. Oui, c'est un monsieur qui se prénomme Renaud. Bonjour, M. Renaud. N'oubliez pas de désactiver le son avant de prendre la parole. Bon, vous m'entendez? Oui. Bon, alors, il est précisé dans la présentation précédente que l'espace sera réservé aux producteurs agricoles. Un producteur agricole, ce n'est pas un jardinier maraîcher. Est-ce que c'est exclusivement prévu pour les membres de l'UPA? Est-ce que tu veux répondre, Nadine? Oui, je vais prendre la parole. Non, ce n'est pas exclusivement réservé pour les producteurs membres de l'UPA. On ne l'a pas nécessairement présenté à l'écran, mais dans le cadre des consultations qu'on a tenues jusqu'à maintenant, plusieurs fonctions sont ressorties et sont pressenties pour le site de l'agroparc. Parmi ces fonctions, oui, il y a la production agricole, mais nous avons aussi l'enseignement, la recherche, nous avons aussi des activités communautaires. Donc, c'est un ensemble de fonctions. Et par conséquent, il y a, comme ça a été précisé dans les principes, il y a de l'espace pour des activités agricoles et des modèles d'entreprise différents. Le parc, comment je veux dire, l'agroparc se veut un parc d'innovation agricole. Par conséquent, ça nécessite une ouverture vers différents systèmes. Est-ce qu'on passe à la deuxième question? Un autre interlocuteur, Nadine, s'il te plaît? Oui, je vais tenter avec M. Mathieu Vallet. Bonjour, Oui, M. Vallet. oui, vous m'entendez? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Merci à vous deux, Luc, Nadine, pour les présentations jusqu'à présent. Super intéressant. Moi, je salue vraiment l'ouverture à la consultation et à l'implication citoyenne. Moi, c'était plus sur je répète un peu de la question que j'ai posée dans le chat parce que je restais un peu sur ma faim. Au niveau des partenaires, des organisations qui ont été conviées dans le processus de concertation jusqu'à présent, sur quelle base, en fait, est fait le recrutement, la sélection de ces organisations-là. Puis, est-ce qu'on peut avoir une meilleure idée? Est-ce qu'on peut avoir déjà la composition des tables, de la table puis des comités? Je ne sais pas si c'est de l'information qui est disponible. Oui, je vais tenter une première réponse. Au niveau de la table de concertation, on retrouve des organismes comme les corporations de développement de Beauport et de Charlebourg, le CIUS, l'UPA,
On a la présence de la ferme Bédard-Blouin qui est juste à proximité et limitrophe au site de l'agroparc. On a la Voix citoyenne, l'Institut Jean Garon, le Conseil des quartiers jésuites, la CMQ, le Réseau d'agriculture urbaine de Québec. D'autres exemples que je peux vous noter à travers les comités thématiques, on a par exemple l'Institut de recherche en développement agro-environnemental, le Centre d'innovation sociale en agriculture, le Réseau québécois de recherche en agriculture durable, le Centre d'expertise en transfert agroalimentaire de Québec, la Fédération de la relève agricole, les organismes de bassin versant, les collectifs en formation agricole, l'Observatoire québécois de l'adaptation des changements climatiques, la table sectorielle régionale ancienne habitude de vie, le Grand Marché, la Nation Huron-Wendat. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs parce que parmi les 66 personnes qui ont collaboré à travers les comités thématiques, elles représentent quand même plusieurs organisations. Généralement, c'était une personne par organisation, à l'exception des grands porteurs, comme par exemple l'UP. Comment ça a été choisi? J'ai un petit peu plus de difficulté à vous répondre, honnêtement, parce que je n'étais pas là au début. Lors de la structure de gouvernance, il y a sûrement eu des paramètres et des indicateurs. Je peux peut-être laisser la parole à M. Mathieu Housseau, directeur, peut-être pour complémenter la réponse. Merci. Bonsoir, M. Rousseau. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Oui, bien, en fait, comme l'a mentionné Nadine, là, je ne me trompe pas, c'est peut-être 45-50 organisations qui sont représentées. En fait, c'est qu'on a essayé de couvrir l'ensemble des partenaires du secteur bioalimentaire de la région de Québec. Donc, je pense qu'avec l'ensemble des partenaires qui sont présents, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup à mon avis, là, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ne sont pas représentés dans la démarche. C'est sûr que il y a peut-être d'autres organisations là, qui n'ont pas été invitées à participer à la première phase des consultations, mais je dirais que c'est l'objectif aussi des rencontres comme aujourd'hui et de ce qui va venir à l'automne, c'est de permettre à tout le monde d'émettre son point de vue sur la démarche. Parfait, merci. Alors, là, on va aller à un autre intervenant, Nadine, un autre participant. Oui, absolument. J'ai 2 autres participants. Parfait. J'ai quelqu'un de la plantation amérindienne, Madame Joanne Sioui. Donc, je vais lui permettre la parole. Il s'agit d'activer le son de votre côté. Bonsoir, Madame Sioui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je viens de voir le micro qui s'est allumé. Alors, bonsoir. Merci beaucoup pour tout cet encadrement-là. J'ai trouvé ça très intéressant, ce qui vient d'être dit. J'ai un souci, entre autres, et puis j'ai une question. Alors, le premier, bon, moi, je suis de la plantation amérindienne Sioui. Je suis semencière je suis dans ma 15e année. Et les normes, j'ai un code de phytosanitaire assez sévère. Et quand je me demande, à ce moment-là, est-ce que les gens qui vont visiter vont aller partout comme ça? Moi, moi, c'est sur invitation. Et puis les gens, il faut qu'ils portent des vêtements assez spéciaux. Moi, je veux pas de pollen, d'œufs, etc. dans ma plantation parce que c'est quand même difficile là, de travailler en solo. Alors, excusez-moi de vous interrompre, Madame Sioui. Oui. Vous nous devancez un petit peu dans le programme parce qu'on est dans la partie commentaires sur le cadre de la démarche, parce que tout à l'heure, on va vous présenter les grandes fonctions. Je vais attendre à ce moment-là pour ça. C'est ça. Si ça ne vous dérange pas trop, vous pouvez répéter votre question tout à l'heure. Je prends note de vous redonner la parole s'il y a lieu le moment venu. D'accord? Merci. Pour le comité semences patrimoniales et autochtones, moi, j'en ai pas entendu parler. Je suis la seule agricultrice chez les Wendat. Alors, qui est-ce qui était sur le comité? Il y avait, Nadine, peut-être tu as le nom de la personne. Il y avait un représentant de la nation qui avait été désigné, qui a participé aux rencontres là, du comité patrimoine agricole et culture autochtone. Oui, effectivement. Bon, le nom ne me revient pas, mais j'irai le chercher un petit peu plus tard, puis je pourrai le transmettre à Mme Sioui. D'accord.
Même à ça, je suis la seule agricultrice et il y a seulement une horticultrice à Wendake, parce que quand même, on n'est pas beaucoup, donc on se connaît et on est les deux seuls vraiment qu'on connaît suffisamment l'agriculture. Les autres ne connaissaient rien de l'agriculture, là. C'est pour ça. Et puis, je vais revenir plus tard parce que justement, la recherche et le développement, c'est important pour moi. On est très content de votre présence, Mme Sioui. Et d'ailleurs, justement, il y a un aspect autochtone dans la démarche et ce sera peut-être intéressant de voir la possibilité de vous faire participer éventuellement d'une façon ou d'une autre là, dans les prochaines étapes. Alors, je vous remercie. Il y a quand même quelques questions qui concernent les principes là, que je vois dans les Q&R. Ben, à ce moment-là, je vais te laisser aller, Luc, et je vais voir Oui, c'est à ça. répondre à ces C'est questions. sûr qu'il y a beaucoup de questions et puis on pourra peut-être répondre par la suite, là. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Vous êtes nombreux. On parle, par exemple, d'une agriculture de proximité. Est-ce que ça va être uniquement une agriculture de proximité? Je peux vous dire que non. On parle de plus, comme vous disiez tout à l'heure, Nadine, dans les principes, on parle de plusieurs modèles d'agriculture. On parle de bâtiments d'accueil. On va vous en parler un peu plus loin tout à l'heure. Il n'est pas exclu qu'il y en ait un, mais pas nécessairement directement sur le site. Ça reste à définir. Ensuite, par rapport à l'inclusion, qu'entendez-vous de la contribution autochtone vu leur relation? Je pense que Mme Sioui nous a interpellé un petit peu là-dessus, donc on a peut-être un petit peu couvert le sujet, puis on en reparlera ultérieurement. Finalement, j'ai M. Resco qui est d'accord avec les principes. Avez-vous envisagé que le projet soit un projet de démonstration d'économie circulaire? La réponse simple, c'est oui. Et finalement, bon, c'est Mme Clarisse Mouchon qui parle de son micro qui ne fonctionne pas. Bref, combien y a-t-il de participants ce soir? Au dernier décompte que j'avais, vous étiez une trentaine. Alors, si vous permettez, on va passer à la suite des choses. Merci de vos commentaires et questions. Donc, qu'est-ce qu'un agroparc? Avant de vous parler ou de vous présenter des agroparcs d'ailleurs dans le monde, on aimerait dans le fond faire un petit quiz avec vous. Donc, je vais vous présenter une question qui va apparaître sur votre écran tout à l'heure quand on va l'activer et vous allez pouvoir voter en ligne. On pourra voir vos réponses et les commenter éventuellement. Donc, la question qui va apparaître dans quelques secondes, c'est quel énoncé parmi les suivants vous vient à l'esprit avec le terme agroparc? Est-ce que c'est un espace, selon vous, un espace protégé pour la production agricole seulement? La question, c'est important de bien la comprendre. On parle de quand le nom, la notion de agroparc, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Donc, est-ce que c'est un espace de production agricole seulement? Est-ce que c'est un espace protégé pour la production agricole, excusez-moi, et d'autres activités connexes comme la recherche ou l'enseignement? Est-ce que c'est un espace protégé pour la production agricole, mais ouvert au public? Ou est-ce que c'est un espace vert, protégé en milieu agricole et aménagé pour le public? Donc, il y a un intervenant du MAPAC, c'est M. Yohan, bon, merci Yohan. Donc, on vous donne un certain temps pour répondre à la question et tout à l'heure, on verra les résultats. J'attends les réponses qui défilent quand même, il y a beaucoup de participants. 17 qui répondent jusqu'à maintenant, si je comprends bien. 19. Merci de votre participation. 21, 22. On va répondre en même temps à la question de combien il y a de personnes, si tout le monde vote. 26. J'attends encore quelques secondes. Alors, est-ce que je vous ai menti? J'ai parlé de 30 participants, 29. Est-ce qu'on va dépasser ce seuil? Alors, ça semble être exactement 30 participants. Donc, je vais mettre fin au sondage et on va voir les résultats. Partager les résultats. Ah bien, c'est fait. Donc, une majorité de répondants, ou 73%, considèrent que c'est un espace protégé pour la production agricole et d'autres activités connexes comme la recherche et l'enseignement.
C'est intéressant. Ensuite, on a 17 qui considèrent que c'est un espace vert ou protégé en milieu agricole, mais aussi aménagé pour le public. Les deux réponses ne s'excluent pas l'une l'autre et c'est intéressant. Et troisième pourcentage considère que c'est un espace protégé pour la production agricole, mais ouvert au public. Donc, je pense que personne n'a de mauvaise réponse. Toutes les nuances de gris sont possibles là-dedans. Et c'est intéressant de voir votre réaction. Donc, je vais continuer la participation, à moins qu'on ait la présentation, excusez-moi, à moins qu'on ait quelqu'un qui a une petite question ou un commentaire rapide, là, en levant la main. Peut-être 2 ou 3 commentaires maximum, rapidement. Est-ce qu'on a des mains levées, Nadine? Attends un petit peu, je regarde. En tant que spectateur, j'ai rien en ce moment. Parfait. Ça veut dire que c'était très clair et Oui. que les gens ont hâte de passer au reste. Alors, je continue. Parfait. Donc, exemple d'agroparc situé ailleurs dans le monde. On est le MAPAC, dans le fond, avec son personnel et des personnes ressources externes. On fait une analyse de 4 agroparcs dans le monde que je vais vous présenter. Pourquoi faire l'analyse de comparables? Dans le fond, l'idée, c'est d'aller chercher de l'information sur des exemples pour inspirer le développement du concept. Alors, voici une synthèse brève de ce qui est ressorti de cette analyse de comparables. 4 comparables ont été étudiés. D'abord, il y avait le parc, c'est un parc situé au Missouri qui s'appelle le Columbia Agricultural Park. Ensuite, vous avez l'Intervale Center, qui est aussi situé aux États-Unis, dans l'État du Vermont, près de Burlington. Il y a ensuite le parc agricole des Piémonts de l'Étoile. Si ma mémoire est bonne, on est près de Marseille. Et ensuite, on a le parc naturel et agricole urbain de Creil, qui, lui, est en banlieue de Paris. Alors, voici qu'est-ce qui ressort des principaux agroparcs comparés. Le premier, donc, qui est situé au Missouri, comme je vous le disais, est assez récent, a été créé en 2019. On parle d'une superficie de seulement 4 hectares. Donc, une communauté d'à peine 126 habitants. C'est une ville, Columbia, qui est à caractère éducatif. Il y a une université qui compte environ 30 000 étudiants. Donc, c'est sa vocation principale. Puis, on est au cœur d'une zone agricole. Les villes les plus proches, je pense que c'est Phoenix, à environ une centaine de kilomètres. Et la mission de cet agroparc-là, qui est quand même tout récent, est axée beaucoup sur la notion de communauté d'apprentissage. Donc, c'est inscrit comme ça c'est une traduction que vous comprendrez qui peut être un peu rigolote. On dit que le centre travaille à améliorer la santé de sa communauté en connectant les gens à l'agriculture et à la terre grâce à des opportunités d'apprentissage pratique de la graine, c'est-à-dire de la semence à l'assiette. Alors, c'est la mission de cet agroparc-là. Donc, on voit la notion de santé de la communauté qui ressort dans ce concept-là. Plus concrètement, comment est-ce qu'il est aménagé? On le voit sur la photo ici, que c'est un agroparc dont l'espace habité, l'espace occupé pour le stationnement est très important. Puis la partie agricole n'occupe que 4 hectares. Attendez-moi une seconde, j'ai mes notes qui sont... je vais vous réciter par cœur, mais j'ai des notes plus précises que je vais vous lire à l'instant. Si vous me donnez une seconde, excusez-moi ce petit délai. OK. Donc, on voit aussi que, bon, il y a une zone aménagée pour l'agriculture. Il y a aussi des bâtiments. Donc, il y a un marché public qui est au cœur de l'agroparc. Et ils ont même agrandi l'espace de stationnement parce qu'ils en manquaient, parce que le week-end, il y a un marché public qui est ouvert sur le site de cet agroparc-là. On voit aussi que c'est à proximité d'une école et que le site est avoisinant d'espaces verts. On voit ici un terrain de soccer.
d'espace pour le sport. Mais c'est vraiment une petite superficie parce que c'est 4 hectares comparativement aux 203 hectares de l'agroparc, du projet d'agroparc ici à Beauport, à la ville de Québec. On voit ici le concept d'aménagement justement avec les différentes fonctions. Il y a aussi une partie de bassin de rétention et il y a une petite amphithéâtre extérieur qui permet de faire de l'enseignement à l'extérieur et de faire des classes pour les jeunes. Le deuxième agroparc se nomme l'Intervale Center, comme je vous disais tout à l'heure, au Vermont, qui date de 1988. C'est le plus ancien des 4 que je vous présente, avec une superficie quand même assez comparable à celle du projet d'agroparc de 140 hectares, pour une population à Burlington, pour ceux qui sont déjà allés au Vermont, là, près du lac Champlain. C'est une ville aussi qui est touristique, mais qui a aussi une vocation universitaire et qui est quand même axée beaucoup sur l'écologie, sur l'environnement. Première ville à fonctionner avec une alimentation électrique qui est dans une proportion de 100%. Sa mission, c'est de renforcer les systèmes alimentaires communautaires en améliorant la viabilité des exploitations agricoles, en promouvant l'utilisation durable des terres et en amenant les citoyens à s'engager dans les systèmes alimentaires. Donc, on voit aussi que la mission déborde strictement la notion agricole, mais on parle aussi de la communauté, on parle de système alimentaire durable et pour engager les citoyens. Dans cet agroparc-là, la notion de bénévolat est très importante. Même certains bénévoles font l'entretien des plants, certaines activités. Il y a un marché public, comme vous voyez sur la photo suivante, qui est de nature très champêtre. Hein, c'est très différent de ce qu'on a vu tantôt à Columbia. Et on voit les grands espaces. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un parc qui est 4 saisons. On y pratique le ski de fond, la raquette l'hiver, et même il y a une partie de rivière qui traverse le site sur laquelle on peut faire du canot. Pour ce qui est de celui près de Marseille, à Sainte-Marthe, dans la métropole près de Marseille, on parle d'une grande superficie, mais qui est distincte de ce qu'on a ici à Québec. Celui-là aussi est assez récent. On parle d'une population de 870 000 habitants, ce qui est très comparable à la ville de Québec et sa région. C'est la 3e plus grande région métropolitaine et la plus visitée de France. Le projet s'inscrit dans un plan d'action métropolitain en faveur de l'agriculture urbaine lancé en 2019. Il vise à valoriser l'agriculture comme le terreau d'une nouvelle prospérité via l'alimentation et la biodiversité. Sa mission, c'est un outil de préservation et de valorisation des caractéristiques exceptionnelles du site, qu'elles soient naturelles, agricoles, patrimoniales ou paysagères. Donc, contrairement aux 2 autres qui étaient beaucoup axés sur le système alimentaire, la santé globale, la communauté, on est ici dans un agroparc qui met plus l'accent sur la protection des paysages, la protection du patrimoine agricole et des paysages. Des aires naturelles, excusez-moi. On le voit ici en photo aussi. Remarquez le découpage. Vous voyez à gauche une image de l'agroparc d'une certaine façon. On voit le découpage, on n'est pas dans le système seigneurial comme au Québec, hein? On est dans un autre découpage. Et on voit aussi que les limites ou les frontières de cet agroparc-là sont assez hétéroclites ou poreuses. Il y a même des petits hameaux au travers de l'agroparc. Donc, c'est une grande superficie en périphérie de Marseille. Le dernier, tout près de Paris, à environ 46 km de la capitale parisienne, de la région parisienne, possède un grand patrimoine historique qui est dans un bassin d'environ 35 000 habitants. On est dans des superficies aussi un peu comparables à celui de l'agroparc de Québec, avec 140 hectares. Bon, sachant qu'on est à 203, l'écart n'est pas si grand. Et il est quand même un peu plus âgé. Il remonte à 2012. Il est aussi dans une zone qui est axée beaucoup sur les technologies. On parle du parc technologique Alata, qui est une zone de type technopole. Il y a aussi une grande proportion qui est en forêt, 24% ou à peu près le quart de la superficie de l'agroparc qui est en forêt. Vous allez voir qu'il s'est aménagé avec des sentiers. Il y a une partie de terre arable qui représente environ 10 ou 11% de la superficie et des zones agricoles hétérogènes. Vous allez voir aussi qu'il y a des activités assez hétéroclites ou diverses et variées qu'on retrouve dans cet agroparc.
Sa mission, un peu comme celui près de Marseille, c'est de protéger les espaces agricoles et d'offrir des activités à la communauté. Le projet fait présentement l'objet d'une réflexion de la Ville qui souhaite proposer un parc agricole de loisirs multifonctionnels. Donc, c'est un élément qui est particulier, c'est que l'aspect loisir est très important ou plus important dans cet agroparc-là. L'aspect multifonctionnel aussi est très important. Il y a aussi une caractéristique particulière, c'est qu'il a été pensé, il y a eu un aménagiste ou il y a eu un plan d'aménagement qui a été fait pour optimiser les espaces. C'est dans les intentions pour le projet d'Agroparc aussi de Québec, une fois que le plan directeur sera conçu, c'est que ce soit pensé de façon intelligente. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on parle de sentiers dans la forêt, donc la superficie, on parlait du quart du site qui est en forêt et les zones agricoles qui représentent environ 10 %. Il y a même un centre équestre. Il y a aussi des activités comme, je pense, de tennis, si ma mémoire est bonne, qui sont pratiquées parce que c'est vraiment un peu un poumon aussi pour la région. On voit la coupure qu'il y a entre la zone urbaine et la zone agroparc. Donc, c'est vraiment un espace aussi, poumon pour les gens dans la région. Qu'est-ce qu'on peut retenir des comparables? Dans le fond, dans tous les comparables, l'agriculture occupe toujours une place centrale. Je pense que ça vient aussi avec la notion de agro, hein, bien entendu, c'est un peu cohérent. Ensuite, la fonction de protection est très présente, que ce soit protection des milieux naturels, protection du patrimoine agricole, protection des paysages et même du patrimoine bâti à certains égards dans la région de Marseille. Protection aussi de la biodiversité. Ils ne possèdent pas tous un marché public. On en a vu deux qui ont un marché public, celui du Vermont et celui du Missouri. La fonction communautaire, bénévolat et éducation. Par contre, concernant les marchés, plusieurs offrent des paniers qui peuvent être accessibles. Puis, il y a aussi une fonction insertion sociale que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, qu'on retrouve dans deux des agroparcs que j'ai présentés pour permettre à des gens peut-être d'insérer le marché du travail ou des choses comme ça. Donc, c'est une préoccupation qu'ils ont dans ces agroparcs-là. Il y a aussi alimenter des banques alimentaires avec les agroparcs pour certains. Il y a donc une fonction sociale. Donc, la fonction communautaire, éducative ainsi que l'insertion sociale sont souvent présentes. Ensuite, on y trouve presque toujours des aménagements pour le plein air, surtout la randonnée, la marche. J'ai parlé du ski aussi au Vermont. La fonction ludique et sportive est mineure ou absente, sauf dans quelques cas. On retrouve la présence d'aires de jeu, de pique-nique et autres, mais ce n'est pas généralisé. Et finalement, plusieurs ont fait l'objet d'un plan d'aménagement, comme on l'a vu au Missouri ou qu'on l'a vu du côté de Creil, près de Paris. Maintenant, la parole est à vous. Ceux qui ont des commentaires, on aimerait vous entendre. Quels éléments aimez-vous ou trouvez-vous les plus inspirants de ces 4 agroparcs qu'on vient de vous présenter? J'espère que vous êtes encore avec nous. Alors, il s'agit de lever la main et Nadine vous donnera la parole. J'ai un premier monsieur, M. Vallet. Oui, effectivement, Luc, monsieur Mathieu Vallet, donc je lui permets de parler. Est-ce que vous Bonsoir, M. Vallet. m'entendez-vous? Oui. Merveilleux. Super, ouais, c'est vraiment inspirant ce que vous nous partagez ici. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est les retombées sociales. Et puis, j'étais ravi de voir dans la vision préliminaire que vous avez présentée au terme de votre présentation, Nadine, que ça faisait partie des perspectives. Mais en fait, ma question est peut-être pas tant par rapport à ce qu'on vient de voir là, mais justement, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir dans la vision préliminaire quand on parle de retombées sociales, de quoi on parle exactement? Parce que moi, je suis convaincu que l'agriculture en milieu urbain peut générer d'énormes retombées sociales, mais au sein des organisations dont vous nous avez parlé, qui ont pris part à la concertation,
Je voyais pas d'acteurs vraiment du milieu social ou du développement social, du développement des communautés. Donc, quand même, qu'est-ce qui est ressorti, si c'est possible de répondre à cette question-là maintenant, là, dans Oui, la présentation du je point peux de vue? peut-être répondre, Nadine. Oui, Euh, vas-y, Luc. à l'heure actuelle, il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude, mais il n'y a rien qui est décidé encore. Il y a des consultations aussi qui sont à venir à l'automne. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous le présenter. On prévoit rencontrer certains groupes sociaux. Il faut se rappeler aussi que les Sœurs de la Charité, ils géraient, dans le fond, Robert Giffard, qui est devenu maintenant le centre de santé, j'oublie le nom, excusez-moi, là. Et puis, donc, ils avaient comme préoccupation de permettre aux patients ou aux personnes qui étaient à l'Institut de pouvoir travailler sur la terre. Et c'était une façon de les valoriser et de les aider là, dans leur démarche de guérison. Ça, c'est un aspect, c'est une piste concrète. Parmi les pistes d'orientation qui sont à l'étude, c'est de perpétuer un petit peu ce genre de choses. Est-ce que ça sera ça exactement? Il n'y a rien qui est défini présentement. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a des banques alimentaires, il y a de l'enseignement, de la formation, peut-être des activités de sensibilisation, ne serait-ce que d'aller visiter le site pour se reconnecter à la terre, apprendre à faire du jardinage et peut-être offrir de l'emploi à des personnes qui sont en insertion sur le marché du travail. Donc, il y a plein de possibilités, mais rien n'est défini encore pour le moment. Puis ça va se préciser à l'automne, mais c'est clair à entendre ce qui ressort des comités thématiques et ce qui a été dit aussi à la dernière rencontre de consultation publique. Il y a une intention, il semble y avoir un consensus là, des parties prenantes pour qu'il y ait un caractère social à quelque part dans le projet d'agropart. Très bien. Ben, c'est vraiment encourageant d'entendre ça. Merci. On va aller avec M. Dumont, Nadine. Oui, c'est ça, j'ai Fernand Dumont dont je permets la parole. Voilà, dans mon son. Alors moi, mot inspirant, eh bien, les parties qui c'était vraiment plus urbain, on voit que la démarcation entre un parc et puis la zone urbaine, des fois, on a besoin de zones tampons, tout ça, bien, ça ne semble pas un problème. On peut dire, à partir de là, c'est l'agroparc et puis s'il y a un consensus, donc ça, c'est inspirant parce que ça nous enlève de l'hypothèse de dire, ben, il va falloir aller progressivement, trouver une forme de zone tampon. Non, pas besoin. On peut dire la ligne est là, puis c'est tout. Parce que ça, la conséquence de ça, surtout avec l'agriculture urbaine qui se développe tranquillement, pas vite, un peu plus dans les mentalités, les nouvelles générations, ben, c'est que la présence possible du public sur un site comme ça qui est comparé aux autres qu'on a vus, c'est vraiment exceptionnel. Ce qu'on a à Québec, c'est très, très spécial parce qu'il y a il y a très peu de contraintes. Des endroits, on a vu que la forme est un peu étrange parce qu'ils ont pris c'est comme s'ils avaient pris un espace qui restait, mais comme ça donnait. Nous, ben oui, on hérite du système seigneurial, c'est des grandes terres, mais je pense que ça va avoir un impact énorme avec le temps sur la façon dont les gens vont habiter leur propre résidence autour dans les banlieues. Alors, je pense que dans 10-15 ans, en avion, au lieu de voir un paquet de ronds bleus dans des banlieues, autour des banlieues, ben, on va voir un paquet de diversité de choses cultivées dans les cours, les parterres. C'est commencé, mais je pense que ça va donner un gros impact. Donc, l'impact social va être sur la vie en banlieue va être énorme, d'après moi. C'est ce qui m'inspire, ce que j'arrêterai là. Ah, bien, votre commentaire est très intéressant et très nouveau par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Et nous avons à nouveau Mme Joanne Sioui. Donc, je Oui. lui laisse la parole. Merci, une seconde fois. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait un plan d'aménagement et je pense que c'est une bonne chose pour subdiviser Les fonctions. Les fonctions, en fin de compte, ça, c'est bien. Par contre, où est-ce que là, j'ai un doute, c'est la réinsertion sociale. Je vais vous expliquer. Je ne suis pas contre, mais l'affaire, c'est qu'en agriculture,
il faut avoir une discipline extraordinaire. Et très souvent, moi, je connais seulement une ferme qui est une serre dans l'Outaouais qui font uniquement ça, mais ils ont tout un système quand même de travailleuses sociales ou en tout cas de ce genre de métier-là pour justement appuyer les gens qui cultivent et puis les gens qui sont en réinsertion. S'il n'y a pas ça, c'est vraiment là, c'est que très souvent, on dit ah ben l'agriculture, c'est correct, c'est bien, on peut le réinsérer. C'est de belle valeur, mais ça ne se fait pas comme ça. Et nous-mêmes, il faut être très, très disciplinés. Qu'on n'aime pas ça ou qu'on aime ça, qu'il y ait des mouches, parce que présentement, là, j'en ai plein le cou, des boutons, bon, on ne se plaint pas, puis on continue, là. Donc, là, je me dis, s'il y a une réinsertion sociale, il faut vraiment un organisme pour vraiment gérer ces gens-là, qu'ils soient de n'importe quelle réinsertion. Je ne suis pas contre la réinsertion, mais il faut vraiment que ce soit encadré par des spécialistes, pas par des gens qui sont en agriculture. On n'a pas ça, là, nous, là, comme formation. Écoutez, voilà, madame, si je peux me permettre de vous répondre, c'est qu'il y a un comité aussi sur la gouvernance qui va être créé par le MAPAC. Et toute la gouvernance fait partie aussi des discussions et des recommandations de plusieurs des comités thématiques qu'on a consultés pour favoriser justement la diversité et puis justement l'intégration des différentes fonctions et s'assurer que justement le projet réussisse dans le temps. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas être bon dans tous les champs d'activité, mais il y a une réflexion sérieuse qui va être entreprise puis qui va se poursuivre dans les prochains mois à cet égard-là. Bien, je suis bien contente d'entendre ça parce que c'est pas facile pour les gens qui sont en réinsertion, puis s'ils sont pas bien dirigés, pas bien encadrés, c'est vraiment là, ça dépeint sur leur mentalité, puis c'est pas bon pour eux autres. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées, Nadine? Non, c'est terminé. Dans les questions-réponses, rapidement, on avait des commentaires sur encore justement la question sociale et la question de l'insertion sociale et aussi la question d'usage en période hivernale. Encore, comme j'ai mentionné, en tout cas, dans les pistes qui ont été mentionnées jusqu'à maintenant, comme on l'a vu aussi dans certains autres agroparcs, il y a peut-être des possibilités. En tout cas, il y a une ouverture pour le moment à permettre des activités 4 saisons. C'est ce qui est dans les cartons présentement. Et comme je vous dis, ça va être défini ou précisé plus tard. Donc, on a travaillé avec les comités thématiques. Rappelez-vous, il y a eu en tout 3 rencontres de comités thématiques avec 6 comités, donc c'est 17 ou 18 rencontres. Mais en fait, non, on a fait 2 rencontres avec les comités thématiques par 6 x 2, 12, plus une rencontre de tous les comités ensemble, comme vous présentait Mme Pelletier tout à l'heure. Et il y a eu aussi des rencontres avec les gens de la table de concertation qui ont travaillé sur la mission et qui nous ont permis d'arriver à la matière que je vous présente aujourd'hui. Comme je vous disais, une photo, si on veut, une échographie du projet d'agroparc. Donc, ça va continuer à évoluer. Ce qu'on veut, c'est vous intégrer dans la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'une mission? Une mission indique en général pourquoi on existe, quel est notre domaine d'activité et à qui on s'adresse et avec quelle approche on réalise ces activités, en parlant d'une organisation, bien entendu. Donc, le texte de mission qui vous est présenté, il a été discuté à plusieurs reprises avec les membres de la table de concertation et les comités thématiques, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a toutefois d'autres ajustements ou précisions qui sont encore à l'étude qui vont se préciser. Donc, il y a 2 parties au texte. D'abord, on veut mettre en valeur un espace agricole protégé et unique en milieu urbain. L'agroparc, c'est un carrefour de modèles, de pratiques et de recherche inspirants. Donc, carrefour par la notion de rencontre de plusieurs modèles, de multidisciplinarité d'une certaine façon aussi, ou multifonction dans les pratiques agricoles. Et une recherche qui va aussi au-delà de strictement l'agriculture. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Il s'agit aussi d'un terreau fertile où tous ensemble, nous pouvons collaborer pour nous nourrir, nous éduquer et enseigner dans une perspective de santé durable. Qu'est-ce que la notion de santé durable? C'est un terme qui est maintes fois suggéré par les membres des comités thématiques qui ont participé aux premières séries de consultations. La santé durable, ça englobe toutes les facettes
de la santé et du bien-être de chaque individu. Ça prend en considération aussi tout ce qui peut les affecter positivement ou négativement. Cela signifie de donner à tous un accès équitable à des milieux et des ressources qui favorisent le développement et le maintien de saines habitudes de vie. Cela veut aussi dire avoir une vision à long terme pour que les générations à venir puissent, elles aussi, vivre en santé. Et puisque la santé des êtres humains est étroitement liée à celle de la planète, la santé durable réfère également au maintien ou à l'amélioration de l'état de l'environnement naturel dans une perspective de développement durable. Donc, mettant en valeur un espace agricole protégé et unique en milieu urbain, l'Agroparc est un carrefour de modèles de pratiques et de recherche inspirants. Il s'agit d'un terreau fertile où tous ensemble, ce qui veut dire citoyens, producteurs, chercheurs, partenaires, nous pouvons collaborer pour nous nourrir, nous éduquer et enseigner dans une perspective de santé durable. Maintenant, les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Dans le fond, c'est un groupe d'opérations regroupant un peu comme les départements, si on veut, d'une organisation, qui regroupe des expertises ou des métiers spécialisés susceptibles de constituer un département ou service. La première fonction concerne la production agricole durable avec des espaces réservés pour la production. La majorité des 203 hectares devraient donc être consacrés à l'agriculture, mais cela inclut également des espaces et des activités pour la relève agricole. La recherche fait également partie de cette fonction. La deuxième fonction, protection et mise en valeur, plus concrètement, cela vise la protection des paysages et du patrimoine agricole. Il y a un consensus aussi de volonté ferme d'assurer la pérennité des terres et du patrimoine agricole dans les consultations qu'on a effectuées jusqu'à maintenant. Dans ce but, il est notamment proposé de créer des zones de transition, notamment avec les riverains. Tantôt, il y a un monsieur qui parlait de zones tampons. On parle surtout de zones de transition ou de bandes riveraines pour protéger ou créer des espaces de biodiversité, en incluant notamment aussi des haies brise-vent en bordure et le long des cours d'eau. La troisième fonction concerne l'éducation. La fonction enseignement qui se dessine s'adresse autant à ceux qui s'intéressent au métier de l'agriculture qu'à ceux qui font du jardinage, qu'aux citoyens qui veulent parfaire ses connaissances ou son éducation alimentaire. Donc, on est vraiment dans une perspective globale. Elle inclut même éventuellement les jeunes d'âge préscolaire et scolaire. On disait même dans les consultations du CPE aller jusqu'à l'université, même l'université du troisième âge. Donc, la forme que cela prendrait reste à définir, mais ça pourrait être des activités d'un jour ou des activités d'initiation à l'agriculture pour des CPE, des groupes scolaires, des familles. Et finalement, la dernière grande fonction, des 4 grandes fonctions, c'est la fonction communautaire et service aux citoyens, qui viserait à offrir des espaces de jardin collectifs, approvisionner les banques alimentaires, j'en ai parlé tout à l'heure, et des partenariats avec des entreprises alimentaires ou des marchés publics. Le comité thématique intégration au système alimentaire et le comité service aux citoyens nous ont proposé plusieurs pistes et recommandations qui sont prises en compte au moment de faire l'ébauche du concept global qui sera présenté à l'automne. Et finalement, la petite AC au centre, dans le fond, nous indique qu'on veut que ce soit un modèle intégré, 4 saisons. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui posait des questions sur les activités en hiver. C'est certain que l'agriculture en hiver, c'est plus difficile, à moins de la faire dans des serres. Ce n'est pas dans les intentions de construire des bâtiments, comme on disait tout à l'heure, donc, mais pour la partie, en tout cas, service aux citoyens, il y a possibilité d'aménager des activités en hiver. Et on entend aussi dans le modèle intégré que les fonctions ne sont pas des silos indépendants, pour faire un mauvais jeu de mots, mais plutôt interdépendants et communautaires, et complémentaires, excusez-moi. Issus des réflexions comité thématiques, les termes principaux qui vont permettre justement cette interdépendance sont protéger, éduquer, partager, nourrir, inspirer et nourrir. Si vous regardez la première lettre de chacun de ces mots, ça fait le mot pépin. Donc, on peut le prendre dans le sens d'une graine ou d'une semence et c'est une façon peut-être de retenir le concept ou des fonctions de façon simple pour l'imager. Rappelant qu'il s'agit de pistes préliminaires, j'aimerais ça vous entendre sur les fonctions pressenties pour l'Agroparc ou si vous avez des questions, la parole est à vous.
Présentement, j'ai aucune question, Luc, au niveau des spectateurs. Ah, Ah, on a deux. donc voilà, ça se présente. La première, c'est Madame Sioui. Madame Je suis Sioui. très attentive. Hmm. Moi, une partie de ma mission de la plantation amérindienne Sioui, parce que je suis autochtone, on a à peu près, je ne sais pas, 47 à 48 des Premières Nations qui ont le diabète de type 2. Donc, pour moi, la santé durable, ça fait partie, c'est pas écrit comme ça, mais je recherche, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver justement les légumes qui favoriseraient davantage les gens qui ont le diabète de type 2 à ajouter, parce que moi, je ne crois pas que les gens peuvent changer du jour au lendemain leur façon de manger, mais d'ajouter un plus, de colorer leur assiette, etc. Alors, ça, pour moi, ça me parle beaucoup parce que ça fait des années que je travaille comme ça. Maintenant, j'aurais une question par rapport aux serres. Je crois que dans certains cas, parce que quand même, il y a des changements climatiques, puis quand j'ai pris mes premiers cours avec les agronomes de l'Outaouais, déjà en 2006, on parlait de changement climatique. Et je ne sais pas, là, ça a passé comme un coup de vent, il n'y a personne qui a compris ça. Mais moi, s'il y a des collègues qui veulent construire des serres parce que c'est important pour leur culture, ben, je ne serai jamais en désaccord. Bon, ça, puis il me Donc, reste. votre propos, si je résume votre propos, donc, vous êtes d'accord avec la notion de santé durable, puis Oui, vous ne voyez pas nécessairement d'objection à construire des serres sur le site de l'agroparc. C'est ce absolument que je pas, comprends. parce que OK, moi, j'ai un projet de recherche avec le Yacon. Et puis, parfait. là, j'ai fait des expériences cette année pour en champ, mais je pense qu'en serre, ça va être encore beaucoup mieux. Alors, mais il y a d'autres personnes qui vont faire d'autres recherches ou qui vont valoriser justement certains Est-ce que fruits ça fait le tour, et légumes. Madame Sioui? Non, pour le patrimoine, Et rapidement, parce qu'il y en a d'autres personnes qui ont levé la main. bon, ben, j'ai hâte d'avoir plus d'informations là-dessus. Paysage et patrimoine agricole. Merci. Vous allez pouvoir aller sur le site, la page là, du MAPAC, sur le site de l'AgroParc, avoir des informations comme le schéma qui vous est présenté à l'écran. Vous pouvez aussi même présentement compléter un questionnaire de sondage et faire vos commentaires sur le projet d'AgroParc sur cette page-là. Et Merci. comme je vous disais tout à l'heure, il y aura d'autres consultations à l'automne une fois que le concept sera plus élaboré. Merci de Merci votre beaucoup. intervention. On va passer à M. Dumont, Nadine. Oui, Monsieur Fernand Dumont. Oui, alors, la seule chose en parlant avec des amis, puis en étant un ancien du secteur, la première idée une des idées qui nous est venue vite quand les consultations étaient lancées, puis qu'on a appris qu'il y avait plusieurs tables, effectivement, bien, et je pense que le MAPAC serait je ne sais pas s'ils ont déjà, bien, la question s'est commencée à se poser, mais je pense que ça devrait être très, très sérieux. L'avenir de ce qu'il y a au sud, en vis-à-vis, mais au sud de l'autoroute, alors avec l'échec de Medicago, mais là, il y a un paquet d'équipements, il y a encore des terrains libres. Alors, je pense qu'il faut je ne sais pas comment que ça va être attaché, mais ça ne peut pas être en contradiction avec l'avenir de l'agroparc. Puis quelles ficelles, comment les ficelles vont se lier pour le futur de cette partie-là du territoire qui est voisin? Je ne sais pas, mais je pense que ça serait un des éléments dans les fonctions, on pourrait dire l'agroparc 2.0, comme on a l'habitude de dire dans le monde moderne, là. Alors, quelles vont être les suites une fois qu'on va rétablir ça? Je pense il faut éviter de cloisonner le projet dans ses limites parce qu'il y a d'autres opportunités. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment aussi un élément de fonction sur le développement des opportunités autour. Puis la première, c'est ça, la voisine, juste au sud de l'autoroute. Merci beaucoup, M. Dumont, de votre intervention. D'autres, le main levée, j'en vois qu'il y en a plusieurs. Là. Ça se multiplie, là. Oui, on laisserait la parole à Mathieu Vallée. Je ne sais pas si vous avez désactivé le son de votre micro.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Je suis vraiment enthousiaste là, devant ce que vous présentez. Les travaux que vous avez menés dans le cadre de la concertation là, ont mené à des belles propositions. Le constat que je fais, en fait, j'espère que je ne me répète pas trop, mais effectivement, c'est peut-être l'aspect de développement social qui est. Pourtant, vous avez évoqué certaines pistes, M. Caron, tout à l'heure, Oui, mais qu'on voit pas, en tout cas peu, là, j'ai l'impression, vous avez raison. dans Vous la avez raison. retranscription. Donc peut-être que, et c'est ça, effectivement, aller croiser avec les acteurs du développement social, du développement des communautés dans les prochaines étapes de la consultation permettra de faire émerger des orientations plus de développement social, puis un peu comme dans les commentaires que j'ai nommés tout à l'heure. Et puis, j'insisterai jamais assez, je pense, aussi sur le caractère interdépendant là, que vous avez nommé aussi, M. Caron, qui me paraît vraiment être à mettre au centre du processus là, l'aspect transversal justement du développement social à travers les différentes fonctions. Là, ça me paraît vraiment important. Donc, en tout cas, vraiment de la belle musique à mes oreilles que j'entends depuis tout à l'heure. Merci. Merci. Donc, on en serait à M. Jean Blanchet. Monsieur Blanchet. Oui, est-ce qu'on m'entend? Très bien. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Écoutez, très, très à l'aise avec tant la mission que les fonctions que vous nous avez présentées ce soir. Je trouve que ça cadre avec qu'était la mission même des Sœurs de la Charité. Et à quelque part, bien, effectivement, il faut retrouver ça dans le futur projet qui va s'installer sur l'Agroparc. Il ne faut pas que ça soit strictement de la recherche, il ne faut pas que ce soit strictement universitaire. J'ai rien contre les universités, sachons-le, là, mais à quelque part, il faut vraiment que ce soit beaucoup plus près de la population et des citoyens. Donc, l'ouverture qui est faite vers l'aspect communautaire, vers le volet d'éducation, mais de sensibilisation, donc j'achète ça à 100 000 à l'heure. Deux notions qui me semblent un peu faibles, cependant, dans les présentations jusqu'à maintenant, mais qui sont à bonifier, vous l'avez signifié, c'est l'aspect des bâtiments. Lorsqu'on parle de production agricole, en vue, effectivement, d'avoir une production agricole la plus écologique possible, et par là, peut-être de réduire au minimum les transports, c'est certain qu'on ne peut pas aller entreposer, transformer les produits à une grande distance. On génère des économies de GES, puis on génère, je dirais, des activités intéressantes au plan écologique et on contredit nos actions en ayant un transport qui est très éloigné. Donc, à quelque part, il faudrait peut-être penser que les bâtiments, que ce soit pour l'entreposage, la transformation, le remisage des équipements, parce qu'on parle quand même de 200 hectares. Il y aura des équipements oratoires nécessaires pour tenir tout ça. Ça doit être pris en compte avec, oui, en minimisant peut-être ou en partageant les équipements, puisqu'on parle de plusieurs partenaires, plusieurs promoteurs sur ce projet-là. Donc, des équipements, des bâtiments partagés par l'ensemble des partenaires de l'agroparc viendraient peut-être et installés à des endroits qui sont moins fertiles ou dans la proximité immédiate de l'agroparc. Deuxième élément, on parle beaucoup de viabilité financière. J'en suis, il faut que ce projet-là soit viable financièrement, mais il faudrait prendre en compte aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure des banques alimentaires, il faudrait prendre aussi en compte l'impact que les actions vont avoir sur le volet socio-économique au niveau de si on parle de banque alimentaire, on n'est pas en vente de produits ni transformés ni frais. On est donc en don de produits. Et là, à ce moment-là, il y a d'autres valeurs qui doivent être prises en compte dans l'évaluation des différents projets, c'est-à-dire l'impact social de les différents partenaires.
Merci, M. Blanchet. Écoutez, vous évoquez plusieurs éléments qui ont été mentionnés auxquels nous ont orientés, Nadine, les membres des comités thématiques. Si je résume votre propos, vous avez une préoccupation à l'égard des bâtiments et aussi de la viabilité du projet, puis que les opérations soient fonctionnelles et cohérentes d'une certaine façon. Sachez qu'à l'étape du plan directeur, ça va se faire, puis il y a déjà des pistes d'aménagement qu'on a à l'étude aussi, qui vont permettre de donner des balises à cet égard-là, concilier à la fois la viabilité financière, les opérations et la vocation sociale auquel vous faites référence, effectivement. Puis ce ne sera pas nécessairement de nourrir ou d'alimenter des banques alimentaires, la vocation sociale, ça pourrait être aussi de prêter des espaces à certains groupes ou communautaires ou autres. Il y a toutes sortes de façons de le faire. C'est tout ça qui est à l'étude présentement. Merci pour votre commentaire, M. Blanchet. Nous allons poursuivre avec M. Michel Poulain. Oui, M. Poulain. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Excellent. Écoutez, moi, jusqu'à présent, j'ai peu intervenu parce que je suis en admiration avec tout ce que j'ai lu et j'essaie de garder ce niveau d'admiration le plus élevé possible. Et malheureusement, il y a eu une baisse dans ce que j'ai entendu de votre part et de d'autres endroits. Et je reviens un peu au propos de deux personnes par rapport aux bâtiments et les serres. Oui. Je suis très surpris, considérant la qualité des gens qui ont été consultés, qu'on semble avoir déjà pris une décision unilatérale de ne pas explorer la possibilité d'avoir des serres sur un site, sachant très bien, et c'est des études qui existent depuis des dizaines d'années, que la culture en serre au Québec est beaucoup plus écologique, performante et rentable et productive qu'en terre comme c'est présentement. Et en plus, ben moi, personnellement, au cours des 2 dernières années, j'ai dû rencontrer une centaine d'agriculteurs et de relèves agricoles et c'est toujours l'enjeu, c'est la culture à air ouverte, si je peux utiliser. C'est extrêmement difficile de rentabiliser ça au Québec si on n'est pas multimillionnaire ou associé avec une grande firme. Donc, je suis un petit peu surpris et mon indice de joie a diminué tantôt quand j'ai entendu de votre bouche et de d'autres où je l'ai lu qu'on semblait déjà avoir pris cette décision. Et je pense que ça vaudrait la peine qu'on revoie s'il y a une décision qui a été prise ou s'il y a une direction ou une tangente qui s'en va vers l'agriculture qu'on connaît depuis des millénaires à air ouverte. Je pense qu'au Québec, considérant le coût de toutes sortes de choses. Et l'indice, surtout au Québec, avec la température, c'est très imprévisible. La qualité, les pesticides, ces choses-là. Je trouve qu'il y a tellement d'éléments qui vont pour la culture en serre que je suis surpris qu'il y a déjà, semble-t-il, avoir une décision du comité à cet effet-là. Comme je vous disais tout à l'heure, M. Poulain, on est encore à l'étape de la réflexion et on veut vous inclure les citoyens dans la réflexion et j'entends très positivement votre commentaire. Et d'ailleurs, comme je disais aussi tout à l'heure, puis je vais vous le présenter plus en détail tantôt, il y a des centres de recherche qui vont être interpellés cet automne. Il y a des producteurs aussi qui vont être interpellés. A priori, le principe que vous a présenté Nadine, c'est que le moins de construction possible. Mais la question des serres, à ma mémoire, puis tu me corrigeras, Nadine, n'a jamais été un élément qui a été poussé de façon importante par les groupes qu'on a consultés. C'est dans ce ton-là qu'il faut interpréter mon propos tout à l'heure. Il n'y a aucune décision définitive qui est prise à cet égard-là aujourd'hui, soyez-en assurés. Ben, est-ce que j'aimerais le pousser? S'il n'y a personne qui le pousse, et je peux comprendre, écoutez, je suis dans l'industrie, je connais les zones d'intérêt de l'UPA et de d'autres personnes et de d'autres groupes. Alors, je pense qu'il faudrait faire attention. Ce n'est pas parce qu'on ne le pousse pas que ce n'est pas important, parce que tous les gens en productivité agricole poussent les serres sur le plan mondial et ça rejoint tout ce qui est sur la feuille qui est devant moi. On sait, là, au Québec, là, je pense que la glace intacte est un bel exemple. C'est une patinoire qui n'était pas couverte, on l'a couverte et tout d'un coup, ça a de l'impact.
Et le stationnement, moi, je suis au marché Sainte-Foy et le stationnement est toujours plein. Depuis que la glace, avant ça, il n'y avait pas personne. Donc, si on veut créer de l'impact, il faut explorer des méthodes non traditionnelles et la culture en terre à air ouverte, ça existe depuis des millénaires, comme on sait, et tout le monde est d'avis, sauf à quelques exceptions, ce n'est pas la meilleure façon de rejoindre ce qu'on dit par rapport à l'économie, par rapport à la profitabilité. Moi, personnellement, 204 hectares à air ouverte comme ça, je rejoins l'intervenant d'avant. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut rentabiliser ça. C'est énormément de pression sur tout le monde pour rentabiliser une si grande aire ouverte que ça. Merci beaucoup, M. Poulin. Peut-être, Nadine, tu pourrais enchérir sur la politique bioalimentaire parce qu'on veut que le projet aussi cadre avec la politique bioalimentaire. Puis on sait aussi que le gouvernement du Québec, le MAPAC, encourage beaucoup le développement de la production en serre actuellement pour assurer ou contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec. Donc, je ne sais pas, Nadine, dans le fond, comme je vous disais tout à l'heure en terminant, il n'y a rien qui est décidé de façon définitive sur cet aspect-là. Puis, il faut que l'agroparc cadre aussi avec les politiques du ministère. Oui, ben, je mettrais 2 éléments en perspective, ou peut-être 3. C'est sûr, jusqu'à maintenant, les consultations, on s'en va vers le multifonctionnalité, hein. C'est ça qui ressort. Par conséquent, une multitude de systèmes alimentaires et agroalimentaires. L'autre élément que je mettrais en perspective, l'idée que ça a été présenté comme tel à la base, c'est des terres ou un sol de catégorie agronomique quand même excellente, là, de classe 2 et 3, chose qui est de moins en moins disponible, mais aussi le ministère, le gouvernement a mis en place une stratégie de développement des serres en agriculture et plusieurs programmes d'aide financière ont vu le jour au cours des 2 dernières années au ministère de l'Agriculture pour accompagner les producteurs agricoles qui soient en démarrage au niveau séricole, de petites surfaces au niveau séricole ou encore des grosses entreprises, des grosses industries agricoles qui souhaitent se développer ou développer des serres d'une grandeur importante. Donc, effectivement, c'est une orientation ministérielle, gouvernementale dont on doit tenir compte aussi. Merci, M. Poulet, pour votre commentaire. Peut-être encore 1 ou 2 commentaires si on ne veut pas déborder trop longtemps du cadre qu'on s'était donné pour la durée de la rencontre. Oui, il reste une personne qui a la main levée, c'est d'une dame qui s'appelle Claudine de Québec. On vous écoute, Mme Claudine. Donc, mon nom, c'est Claudine Dorval et je suis membre du petit collectif, en fait, du petit noyau de voix citoyenne. Oui. Et je suis heureuse d'entendre la réponse de Mme Pelletier concernant les serres, parce que la terre, évidemment, quand elle est riche, ben, on peut peut-être penser à faire les serres ailleurs. Moi, je ne m'attarderai pas aux détails, je suis loin d'être une experte et j'ai très, très confiance en tous ceux qui seront consultés dans les prochaines semaines, prochains mois. Personnellement, moi, je pense une chose, c'est qu'il faut nourrir la terre avant que de lui demander de nous nourrir. Puis ça, on sait à quel point c'est important. Puis on a cette possibilité-là avec les terres. Moi, je dirais que mon admiration, c'est le processus actuel qui, pour une fois, n'est pas pressé de demander en 2 semaines l'avis des gens, qu'on présente des mémoires, qui servent à on ne sait pas quoi nécessairement, et finalement qu'on passe à autre chose rapidement, en catimini et tout. Alors vraiment, je suis moi très contente du cheminement, pas pressé. Je trouve que c'est un peu faire une analogie avec la permaculture et la nature. La nature n'est pas pressée, on a beaucoup à apprendre d'elle et je pense que vous êtes en tout cas, on est dans la bonne voie. Évidemment, j'ai une certaine fierté à avoir avec sur la table de concertation, on a Voix citoyenne qui fait partie, et puis c'est vraiment, je trouve, une belle reconnaissance pour le travail qu'on a fait, les citoyens et la société civile et tous les groupes, là, on a milité pour sauver ces terres-là. Là où je vais en venir, donc, c'est évidemment, je suis, même au nom de Voix citoyenne, mais moi, personnellement, totalement d'accord avec votre mission, les fonctions, ça répond à nos valeurs humaines et prendre le temps, je reviens à ça, c'est important. Il y a juste une chose qui me déçoit un peu, c'est qu'on n'a pas parlé au début, vous n'avez pas dit pourquoi il y a juste 30 personnes. C'est bien qu'il y ait 30 personnes motivées ce soir,
Mais il reste qu'il y a eu un problème sur le site. Et puis, une des premières questions dans le chat, c'était justement, est-ce que vous allez faire allusion au fait qu'on aurait pu être ce soir des centaines? Moi, personnellement, au nom de Voix citoyenne, j'ai quand même contacté plus de 400 personnes, là. Et il y a des gens qui m'ont écrit, ils sont intéressés et tout. Puis le premier, ça n'a pas fonctionné. Mais je trouverais ça important qu'il y ait au moins possibilité de revoir le PowerPoint de ce soir, peut-être pour que les gens qui n'ont pas pu se joindre à la rencontre puissent en prendre connaissance. Donc, ça, c'est un bémol simplement. Mais je sais qu'il reste d'autres étapes, puis c'est ça qui me donne de l'espoir. Il y a une autre chose qui me surprend beaucoup, c'est que la presse a couvert pendant des années. Moi, je sais, on a commencé à travailler là-dessus en 2015. On a eu une couverture de presse exceptionnelle. C'est notre 9e année, puis là, je ne comprends pas que la presse ne parle pas de ça. C'est un projet de société tellement important et tellement merveilleux qui est en route. Comment se fait-il qu'on n'en entend pas parler ou si peu? Alors, c'est un petit bémol tout simplement, mais j'avoue que je suis franchement très, très heureuse en mon nom personnel, puis au nom de Voix citoyenne et même de tous nos co-signataires qu'on a accumulés avec le temps. Et merci beaucoup, Madame Claudine. Moi aussi, j'ai observé qu'il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique. Peut-être que ça viendra plus tard. Peut-être qu'il y a un concours de circonstances, d'autres événements. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité, les feux et un paquet de choses. C'est sûr on parle d'un dossier plus local, mais pour ce qui est de la participation, on attendait plus de gens. Il y a quand même eu 113 personnes qui se sont présentées le 1er juin. Puis il y aura, comme vous disiez, d'autres rencontres à l'automne. Alors, espérons qu'on pourra se rattraper. Puis je pense que les gens de l'équipe projet vont noter votre proposition de mettre en ligne le PowerPoint. On verra là, si c'est possible. Peut-être, Luc, en complément d'information, ça a été discuté, c'est quelque chose qui était envisagé de mettre disponible la présentation. Parfait. Maintenant, aussi concernant le site des consultations publiques, c'est un coup de malchance, tout simplement. Il y a eu des problématiques informatiques qui sont survenues il y a quelques jours. Et puis, le site est devenu non fonctionnel au mauvais moment. Et on n'avait malheureusement pas de contrôle sur la situation. Voilà, et il y a quand même eu une stratégie de communication pour lancer des consultations publiques ce printemps par différents moyens, mais ils seront bonifiés peut-être pour l'automne. Merci. En tout cas, je voudrais ajouter que j'espère que vous allez inspirer les autres ministères pour faire des consultations qui ont cette envergure. Bien, merci, c'est quelque chose effectivement qui n'est pas encore habituel. Merci. Alors, il me reste deux parties à présenter. Dans les consultations publiques, dans les consultations qu'on a faites avec les groupes, les comités thématiques et la table de concertation, on a identifié 6 enjeux sur lesquels il y a un consensus pour le projet d'Agroparc. Qu'est-ce que c'est qu'un enjeu? Bien, c'est quelque chose ou un élément ou un obstacle auquel il faut porter attention qui pourrait nous empêcher de réaliser le projet. Donc, les membres de la table de concertation et les comités partagent tous la vision des enjeux que je vais vous présenter. Il y en a 6. Ils feront probablement partie des éléments auxquels le concept devra répondre. La première des choses, c'est qu'on a tous, puis ce qui est le fun aussi, c'est la richesse et la diversité. C'est vrai que la consultation qui est en marche est assez intéressante pour y être au cœur. Je me considère comme privilégié de continuer ce travail qui a été commencé par les gens du MAPAC et bien d'autres groupes aussi indirectement. Mais le premier défi qu'on a avec toutes les possibilités, les connaissances qu'il y a aujourd'hui, puis les enjeux qu'on a dans la société, c'est de trouver une vocation unique et innovante du projet, qui soit aussi viable et opérationnel et qui réponde aux grandes orientations. Donc ça, c'est un enjeu où tout le monde est d'accord. Donc, ça, c'est un élément important. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'acceptabilité et l'ancrage du projet. Donc, la démarche de consultation est faite dans ce sens-là. Et l'ancrage, mais c'est l'ancrage autant auprès des gens du système alimentaire que des producteurs, que les citoyens. L'acceptabilité, la mobilité et le transport. On sait qu'il y a déjà des pistes cyclables qui passent. Il y a une route, la route du Vignoble qui traverse l'Agroparc. On est dans un quartier résidentiel, pas trop loin d'une autoroute.
C'est un grand territoire. Ça fait 3 km de long, l'agroparc. Donc, l'accessibilité à l'agroparc par les moyens de transport, l'entrée, la sortie. On parlait tantôt d'aménagement. Ça va être un élément à prendre en considération pour faire en sorte que le site soit accessible. Et pas nécessairement accessible partout, par tout le monde, tout le temps, mais à des endroits qui seront prévus à cet effet-là. La gouvernance et le financement, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, c'est un élément important. Il y a un comité qui est en formation sur cet aspect-là pour assurer justement d'avoir aussi les sources de financement. Et un des groupes qu'on a consulté, qui est les producteurs, ou qu'on va reconsulter plus tard, nous disait « Prenez votre temps, allez-y par étapes, ne faites pas un éléphant blanc. » Alors ça, c'est un élément qui a été entendu. Autre chose aussi, qu'un monsieur a parlé tantôt, c'est le caractère innovant, mais dans le fond, il faut rester ouvert à l'innovation en cours de route, puis que ce soit un projet qui soit agile. Ça, c'est un élément aussi qui a été mentionné comme préoccupation, qu'on soit agile dans le fonctionnement du projet. Il y a aussi, bien entendu, la cohabitation des fonctions. Donc, la recherche, est-ce que Mme Sioui, tantôt, tout à l'heure, parlait, il faut peut-être protéger des espaces. Les espaces pour l'enseignement et l'éducation, les espaces pour la production, les espaces pour la détente ou le plein air d'une certaine façon. Donc, faire en sorte que tout ça se cohabite de façon harmonieuse et tout en réalisant la mission de l'agroparc, c'est un défi qui va se préciser à l'étape du plan directeur. Et finalement, le dernier élément, vous le savez pour plusieurs, c'est la beauté du site en termes de paysage qui donne des percées visuelles jusqu'au fleuve, à l'île d'Orléans, la vieille capitale, que ce soit à partir de Louis XIV ou d'ailleurs tout autour de l'agroparc. Il faut aménager et protéger ce site-là pour le mettre en valeur. Et c'est un enjeu qui a été mentionné par les membres des différents groupes qu'on a consultés. Dernière partie, la suite des choses en conclusion. Quelles sont les prochaines étapes? Donc, comme on vous le disait, on veut développer une vision, le MAPAC veut développer une vision partagée de l'agroparc en collaboration avec les citoyens, les producteurs, les acteurs clés et les experts. Pour ce faire, actuellement, il y a un questionnaire web, comme je vous disais tout à l'heure, qui est en ligne sur le site du MAPAC. Vous avez jusqu'au 1er juillet pour compléter le questionnaire. Il y a une invitation, puis il y a des communications qui sont faites aussi pour promouvoir cet aspect-là. Les 2 consultations publiques du printemps se terminent avec ce soir, mais on va revenir à l'automne avec un premier groupe qui va être, une fois qu'on aura formulé une esquisse un peu plus étoffée du projet, on va consulter les centres de recherche et de transfert pour s'assurer justement qu'on ne reproduit pas ce qui existe déjà dans la recherche et voir peut-être comment l'agroparc peut être complémentaire avec ce qui existe présentement en termes de recherche dans le domaine agricole et même au-delà de l'agriculture, tout en tenant compte du principe directeur de développement durable, de la lutte contre les changements climatiques et de l'agro-environnement. Ensuite, on va retourner voir les producteurs agricoles. Justement, on parlait de serre tout à l'heure, on parlait d'aménagement des espaces. Comment les producteurs agricoles, eux, voient la production sur le site pour que ce soit optimal. Puis si on veut faire cohabiter différents modèles, on va les consulter là-dessus à l'automne. On a déjà des orientations qui ont été définies et on va leur soumettre pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, puis on va leur demander des idées de gens qui pratiquent le métier. Et finalement, pas finalement, mais une autre étape, le côté éducatif, il faut aussi justement que le projet s'arrime avec des acteurs du milieu éducatif. Quels sont leurs besoins, quels sont leurs intérêts? Est-ce que l'association des CPE de la capitale nationale a un intérêt d'amener les jeunes et les groupes faire des séances d'initiation à l'agriculture? Est-ce que les écoles secondaires, est-ce que les écoles ou les centres de formation en agriculture de la région sont intéressés à le faire et comment ça pourrait se faire? On va les consulter éventuellement avec le MAPAC, l'équipe projet, pour aller chercher des pistes ou des idées pour nourrir le concept à cet égard-là. Ensuite, le caractère social, on en a parlé, vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure. Justement, on veut aller peut-être consulter différents groupes sociaux pour voir comment eux pourraient s'approprier ou participer au développement de ce caractère-là sur le site. Comment ils voient, c'est quoi les façons de faire qu'ils proposent ou les idées qu'ils pourraient nous soumettre pour bonifier cet aspect-là qui fait partie d'une intention à l'heure actuelle. Et on va retourner aux citoyens, on va retourner à vous vers
je ne voudrais pas m'avancer sur des dates qui ne sont pas définitives ou décidées d'avance, mais quelque part en octobre ou en novembre, on va retourner à vous pour justement vous soumettre une version améliorée du concept, une version un peu plus étoffée pour voir comment vous réagissez et vous entendre là, sur ce concept-là avant qu'il soit soumis pour les mémoires, la rédaction de mémoire, cueillir des idées, des réflexions, propositions de groupes aux citoyens qui vont réagir à ce concept-là et ensuite, justement, déposer un concept qui sera les prémices ou les fondements du plan directeur qui sera fait à partir de 2024, probablement. Donc, ça nous amène à la fin de la rencontre, à 2 minutes de la fin. Alors, il est 20h58. J'aimerais vous entendre rapidement si vous avez des réflexions ou des éléments à proposer pour la poursuite des travaux ou des commentaires simplement, rapidement. Soyez bref, s'il vous plaît, mais on vous écoute. Alors, j'ai un monsieur Nadine, Oui. Justin M qui a levé la main. Oui, alors je vais lui permettre de parler. Ah oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, oui? Oui. OK, alors, je voulais, je suis content dans votre jeu au niveau de l'accessibilité, de la mobilité et le transport. On n'est pas sans savoir que les terres sont ceinturées par 2 quartiers. Alors, je suis content de voir que mobilité, transport est inclus dans vos... Ça va être difficile dans l'aménagement de ce que vous voulez faire. En passant, je suis 100% d'accord avec ce que vous avez présenté. L'accès actuellement, pour accéder là, pour ceux qui l'exploitent présent, ça passe par la rue Réaume dans le quartier Bourroyant. Et de l'autre côté, à Charlebourg, du vignoble, donc il y a juste 2 entrées. Circulation que ça va provoquer pour le tour, etc. Là. Je suis content de voir que vous l'avez. Il faudra vraiment voir, mettre un certainement là, pour les prochaines consultations, disons, aménagement de territoire. Ça coupe, j'ai compris l'essentiel de votre propos. Non, ce qui vous préoccupe, là, c'est qu'il y a un quartier autour, il faut que les accès au parc ne soient pas, que ce soit pour la production agricole ou pour les citoyens, ne soient pas une nuisance pour les citoyens dans les environs. Merci. Est-ce qu'il y avait autre chose, M. Jocelyn? Non, ça va, c'est tout pour moi. Merci. Merci. D'autres commentaires sur la rencontre globalement ou avant qu'on vous donne le mot de la fin? J'ai aucun commentaire, aucune main levée. Dans les questions-réponses, je vois des questions ou des commentaires qui s'ajoutent. Est-il possible de faire partie du comité patrimoine et culture autochtone? Donc, ça, c'est Mme Sioui, d'accord. Les organismes qui ouvrent le système alimentaire et pas uniquement les banques alimentaires seront des acteurs très importants à consulter, d'accord. Les groupes à consulter, oui. Bravo pour ce projet emballant. Bon, mais c'est le fun. Merci de vous entendre. Et fait que donc, s'il n'y a pas d'autres mains levées, au nom de tous les gens de l'équipe projet du MAPAC, on m'a demandé de vous adresser le mot de la fin. Je vous remercie sincèrement de votre participation pour la qualité de vos commentaires qui vont être pris en compte pour la suite des choses. Merci et bonne fin de soirée.